Amélie, c'est à toi. J'ai pas besoin. Oui, c'est vrai, t'as pas besoin, Merci. toi. C'est parfait. Bonjour. Du coup, comme l'a dit Ludovic, j'ai créé 2 jours pour vivre, c'est la même idée. À l'été 2017, j'étais dans les premiers acteurs à parler de micro-aventure en France. Je pense que tout le monde connaît aujourd'hui le concept, ça a été certainement le mot de l'année 2019. J'ai été dans toutes les conférences, j'entendais micro-aventure à toutes les sauces. Je rappelle quand même le concept, pour ceux qui ne sauraient pas. La micro-aventure, c'est partir à l'aventure, pas loin de chez soi, sur une courte période, généralement en pleine nature. J'insiste sur le mot aventure, il faut quand même qu'il y ait une aventure, l'idée d'avancer, d'avoir des galères, de grandir. C'est l'école de la vie quand même, l'aventure. Parce qu'aujourd'hui, je vois par exemple dormir sous un igloo, une nuit sous bulle, c'est une aventure. Bon. Je ne vais pas vraiment vous parler de ça et de ce que je fais. En fait, je voulais vous dire que, vous le savez certainement, le concept a explosé du fait notamment du Covid, et on est tous en train de redécouvrir la France, donc c'est super, à pied, à cheval, en van trip, en rando, c'est génial. Pour moi, c'est pas vraiment un sujet, hein. Pour moi, c'est mon mode de vie que j'essaye de partager. Je pars à l'aventure très loin, traverser des continents, mais aussi très près de chez moi, depuis que j'ai 18 ans. Et j'ai envie de le partager parce que ça fait grandir les gens, parce que ça rend heureux. Et parce que moi, si aujourd'hui je suis entrepreneur, c'est parce que l'aventure m'a mis en confiance. Moi, la grande timide. Donc j'ai à cœur de le partager aux gens. J'ai pas d'autre objectif que de faire grandir les gens autour de moi. La micro-aventure, donc j'ai regardé, comme vous, la presse cet été, toutes les unes qui disaient l'année zéro du tourisme, il faut tout réinventer, etc. J'ai pas mal d'amis voyagistes autour de moi qui se sont recentrés, c'est normal, c'est la crise économique, on fait partir tout le monde en France. Vous le savez certainement, on ne fait pas autant de marches que quand on envoie les gens au Vietnam, donc il faut faire du volume. J'ai vu tous les gens qui créent du contenu se repositionner et parler de la France, c'est super. Moi, je suis toujours dans le temps 2. Ce qui m'inquiète, donc c'est super, je fais plein d'interviews, je vends plein de bouquins, pourtant je suis inquiète, sincèrement. Hein. Parce que j'ai rarement des gens parler du futur ou de se projeter. Je me dis juste qu'avant la crise économique et le Covid, un des soucis du tourisme, quand même, c'était le surtourisme. C'est pas comme Machu Picchu, hein, c'est aussi au Mont Blanc, à Etretat. On a un peu défiguré nos bords de mer. Qu'en est-il si on amène des gens, tout d'un coup, amateurs, dans nos montagnes et dans nos rivières? Du coup, l'effet de tendance me fait très très peur. Dès qu'il y a une tendance, on a tendance à s'engouffrer dedans. Ça me pose question parce que pour moi, le monde d'après, c'est une grande promesse. C'est pas juste amener les gens à redécouvrir la France, c'est plus fort que ça. Pour moi, il fallait remonter au-dessus. Il faut réfléchir à pourquoi on fait du business, comment on le fait. La réflexion, elle est en amont. Et du coup, j'ai un petit peu peur parce que j'ai l'impression que depuis quelques années que je travaille, j'ai l'impression qu'on a un tout petit peu perdu notre humanité au profit de chiffres qu'on suit. Je me permets de vous rappeler mon parcours, vous comprendrez la teneur de mes propos. Avant ça, j'ai été 5 ans salarié, 4 ans dans une grosse agence de communication à Paris, social media, digital, analyse des tendances et des usages numériques. 1 an en start-up, chargé d'animer une énorme communauté de sportifs en ligne, donc newsletter, posts, réseaux sociaux et compagnie. Et à chaque fois, une double casquette, intrapreneur, data. J'ai gagné le prix de l'innovation de BPI en 2017. Et aujourd'hui, je fais le contre-pied total. En fait, ce qui m'inquiète, c'est que, je vous l'ai dit, on est gouverné par des chiffres. Je ne comprends plus vraiment qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Je vous donne un exemple, je pense que vous passez tous, vous avez tous un budget colossal que vous avez attribué aujourd'hui à Facebook. Ça fait partie de nos stratégies et c'est prioritaire. Le souci, c'est pas ce qu'on fait, c'est que c'est devenu notre système de valorisation pour tout. Aujourd'hui, un entrepreneur qui réussit, un projet qui réussit, quelque chose qui est bien, il faut forcément avoir une grosse communauté. Vous savez quand même que vous faites une publication, il n'y a que 2 à 3% de votre audience qui la voit. Donc il faut toujours payer. Une publication qui marche, c'est pas parce qu'elle est intéressante, parce qu'elle est pertinente. C'est uniquement de l'investissement publicitaire. Les communautés sont de l'investissement publicitaire. Il n'est pas le reflet d'une pertinence ou d'un intérêt. Aujourd'hui, je trouve qu'on ne se pose pas les bonnes questions. On se dit, je vais faire une newsletter, comment je fais pour ne pas perdre mon taux d'audience, mon taux d'ouverture, etc. Mais en fait, j'ai jamais vu quelqu'un se poser la question inverse. Est-ce qu'on a quelque chose à dire avant d'écrire une newsletter? Vraiment? Est-ce que les gens ont envie de vous entendre? Alors, pour moi, il faut ranger tous ces manuels de marketing. Hein. La question est simple, comment faire une newsletter où tout le monde ouvre à chaque fois? Il faut viser l'excellence. Combien de newsletters par an vous êtes capable de faire qui soient excellentes, intéressantes, jamais promotionnelles? Si c'est 4, c'est 4 par an. Si c'est 12, c'est 1 par mois. Pareil, on fait des concours Instagram. Pourquoi? Pour avoir des followers, mais ça sert à quoi? Moi, je comprends pas. Est-ce que ça crée une valeur humaine? Est-ce que ça crée quelque chose pour la société?
Pas vraiment. Alors on va pas dire qu'on est content parce qu'on a fait gagner 3 paires de pompes à 500 participants. Enfin, on dit pas « Ouh, je vais faire un super concours ». Non, c'est faux. On le fait pour nous, uniquement, mais jamais pour les gens, en vrai. Et puis, en fait, c'est marqué déjà dans les mots, moi je suis hyper sensible aux mots. On a quand même des followers. Hein. Les gens sont des followers, et puis on a des influenceurs donc, qui influencent. Donc nous, en tant que communicants, on parle à des suiveurs influençables, c'est super. Je pense que si on avait vraiment choisi un mot plus médiocre, on n'aurait pas trouvé. C'est comme le taux d'engagement. Vous savez, on a juste tué un des plus beaux mots de la langue française. Avant, s'engager, c'était se marier. Aujourd'hui, les gens like, on fait genre, ils se sont engagés. Ils ont liké, on sait même, et bien sûr, ils n'ont même pas lu l'article, hein, mais bon, ils ont liké, ils sont engagés. Bon, super cool. Mais du coup, moi tout ça, ça m'interroge. En fait, c'est des trucs qu'on a appris quand on était petit. J'ai l'impression qu'on ne fait pas la distinction, enfin, on fait une grosse distinction entre le pro et le perso. Nos parents nous ont appris, quand t'as rien à dire, tu te tais. Tu n'accapares pas la parole. Laisse une part à ton voisin. Quand on est dans le pro, y a plus personne. Alors, c'est sympa, aujourd'hui, on m'appelle, je fais quelques conférences comme celle-ci. On me dit, ah, on aimerait bien que tu viennes, on aime bien avoir un élément qui casse les codes et tout, en plus tu parles vrai. Alors c'est plusieurs fois qu'on me le dit, tu parles vrai, bon. Alors ça me fait 10 secondes, ça me fait plaisir. Puis après je me dis, c'est quand même l'exception, c'est quelqu'un qui parle vrai. C'est quand même, donc on est habitué à parler faux. Je trouve ça assez étonnant. Donc voilà, tout ça, bon an, mal an, je me suis dit, bon, je vais essayer de ne pas faire les mêmes erreurs, je vais m'écouter moi. Donc en fait, quand ma communauté m'a dit, mais tu parles pas sur les réseaux sociaux, je leur ai juste expliqué. Ils m'ont dit merci. J'envoie pas de newsletter, et puis vous savez quoi, j'ai arrêté mes newsletters et j'envoie depuis 6 mois des lettres d'aventure, des lettres postales. Ça prend un peu plus de temps, donc là, j'ai fait 2 envois, donc j'envoie dans 700 foyers, dans 7 pays, dans 60 départements. Taux d'ouverture, 100%. Hein. Taux de lecture, 100%. Taux de partage, 300%. Les rêves du marketeur. Alors oui, c'est 700 et pas 15 000 comme ma newsletter, mais c'est pas grave, je préfère le quali. J'avais envie de faire redécouvrir le temps long, la qualité sur la quantité. Et puis du coup, je me suis dit qu'en fait, j'ai vu effectivement je réfléchissais pas forcément comme tout le monde. La plupart des gens se disent, bon, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui est dans l'air du temps, qu'est-ce qui est tendance. Moi, je me dis toujours, qu'est-ce qu'on voit pas assez? Qu'est-ce que j'aimerais faire passer? Qu'est-ce qui manque? Alors, parfois on me dit, ah oui, t'es original, t'as des points de vue et des idées originales. À chaque fois que tu fais un truc, c'est original. J'avoue que je parle uniquement de bon sens depuis le début, et de respect, j'ai pas l'impression d'être original. Du coup, je me demande si c'est vraiment moi qui suis original ou si c'est pas le monde qui a un petit peu de travers. Alors, j'ai réfléchi pendant le confinement. Quand je vous le dis, vraiment, ça me pose question, cette tendance. Je sais que pas mon bébé, mais c'est quand même l'aventure est un mot qui m'est cher, je suis vraiment une puriste. Je vois que ça va être monétisé dans tous les sens, etc. Et je me suis dit, moi j'ai envie de partir en courant limite. Quand le succès arrive, hop, je pars. Et je me suis dit, bon, Amélie, est-ce que tu as encore quelque chose à apporter sur ce sujet? Est-ce que tu as une valeur et une vision à défendre? Quelle est ta vision? Et puis j'ai réfléchi, je me suis dit, bah ouais, en fait, la clé pour moi, ça peut pas être que la communication, la promotion et la commercialisation d'offres. Il manque un truc. En fait, moi, je rêve d'élever les gens. Le marketing, c'est un petit peu l'inverse quand même. On ne veut pas vraiment leur apprendre des trucs et les élever vraiment. Pour moi, la clé, c'est l'éducation. Alors, je vais ouvrir la première école de micro-aventure. Et je vais faire la première brique, celle que je fais jamais. Et puis, je vais essayer de l'adresser aux vrais gens, pas aux bobos CSP+, qui sont pour l'instant les premiers clients de la micro-aventure. 50% de ces formations, elles seront adressées aux femmes, parce que pour moi, c'est un moyen d'émancipation et d'autonomisation des femmes. Aux jeunes, parce que c'est quand même les voyageurs de demain. Il faut leur refaire des cours de géographie, leur refaire découvrir les 13 régions, leur dire qu'on est la France, c'est canon. Pas attendre qu'on ait 30 ans pour vous dire faut changer, faut switcher. Et puis les milieux populaires. Quoi, un peu moins de moyens. Mais en fait, ils se sentent bloqués dans leur vie, alors que qui est-ce qui prend une carte de la région pour leur dire qu'il y a plein de trucs à faire autour de chez eux? Personnellement, j'ai commencé comme ça à 18 ans, à redécouvrir le 94, à aller dormir à Fontainebleau, à Rambouillet, etc. Ça m'a fait grandir, je me suis éclatée. Quand est-ce qu'on dit ça aux gens? Ben, il faut le faire. Du coup, c'est la solution que j'ai choisie. Je suis pas ici pour vous dire que je fais des trucs ingéniaux. Je vous dis juste, regardez, moi je suis partie de la communication, j'avais un peu honte dans mon métier. Je suis dans le privé, vous êtes plutôt dans le public, donc c'est pas tout à fait la même chose. Je suis pas partie faire de la perma, je me suis dit, ok, je vais tout laisser tomber, je vais pas faire ce qu'on m'a appris, ce que je fais depuis 5 ans, je vais le faire à ma sauce. Je vous assure que la cohérence d'être soi-même du matin au soir, de pouvoir parler vrai, comme on dit, ça fait un bien fou. Hein. Alors pour moi, en fait, oui, pour moi, on a besoin d'humanité,
on a encore plein de choses. Je suis toute seule, avec mes petites idées, j'arrive quand même à faire des trucs plutôt cool. Alors vous qui avez plus de moyens, qui avez des réseaux et vous pourrez arriver à faire des trucs géniaux. Si on gagnait un peu moins de temps à faire moins de communication peut-être et on gardait un peu de budget, on pourrait inventer des trucs de dingue, me semble-t-il, et utiles, vraiment au service de l'humain. Pour moi, le monde de demain, moi j'attends pas trop une révélation tech ou la Startup Nation, que la Startup Nation sauve notre monde. Hein. Pour moi, ça dépend uniquement de notre capacité à nous déconditionner, à repenser par nous-mêmes, juste en tant qu'être humain. Pourquoi je fais ça? Juste se poser 3 questions au quotidien. Pourquoi je fais ça? Si vous vous dites parce que c'est comme ça, c'est généralement là qu'il faut creuser. S'il n'y a pas de réponse évidente, c'est qu'il y a un souci. Est-ce que je suis fier de ce que je fais? Et qu'est-ce que j'apporte aux gens? Juste si on se posait tous, même pas la moitié d'entre vous se posaient tous les 3 questions au quotidien, on pourrait drôlement faire évoluer l'ensemble, je pense, des pratiques, quel que soit le secteur. Alors voilà, pour le monde de demain, moi je rêve pas nécessairement que les avions décollent ou que les frontières rouvrent rapidement. Je souhaiterais juste qu'on redevienne un tout petit peu plus humain. Merci.